Réenchanter le monde, préserver notre oikos. Il est avec nous, le prince jardinier. Voici Louis-Albert Debreuil. Avec des chaussettes rouges tomates. J'adore. Il n'est pas pieds nus ce soir. Bienvenue. Je vous laisse en compagnie. Tenez, prenez ce micro. Je vous laisse en compagnie de Stéphane. Bienvenue Louis-Albert. Tu vas nous raconter des belles choses sur tes expériences nombreuses en agroécologie, en permaculture. Et puis je sais qu'il y a des gros projets en Chine aussi. Donc on a hâte de savoir tout ça. Avant qu'il commence, juste simplement de redonner un petit peu le format pour cette présentation. Il va parler pendant une vingtaine de minutes et ensuite vous pourrez poser des questions. Là, il va y avoir interactivité, donc préparez-en. Et surtout, si vous êtes très curieux, n'hésitez pas. Alors, je fais comme mes prédécesseurs, voilà, j'appuie, avec un peu de chance, ça passe. Avec un peu de chance, ça et passe. Et je passe là, c'est ça? Au milieu. Alors, très gentiment, Stéphane, et bravo d'avoir rassemblé tant de monde qui déjà réenchante le quotidien de tous ceux qui les observent, qui les étudient, qui les regardent. Francis Allais, Arun Taziev, Théodore Monod font partie de ceux qui m'ont émerveillé. Mais je m'interroge toujours sur ce monde qui est devenu plein pour ces générations qui viennent, et notamment pour ceux qui ont des enfants. Le mien a 10 mois. Je me demande ce que je lui raconterai, tant qu'il aura le temps de m'écouter, de ce que sera le monde dans 50 ans ou dans 100 ans. Toutes ces belles images que nous avons eues sont des images qui sont des émotions et en même temps qui m'interrogent sur la responsabilité que nous avons à préserver cette planète. Tu nous as envoyé des images terrifiantes. Lundi, il y a eu le rapport de l'ONU sur les extrêmes auxquels on sera confronté en matière d'augmentation des températures. La responsabilité, à la fin du XVIIIe siècle, la responsabilité, ça voulait dire répondre. Responsare. Dans les temps médiévaux, ça voulait dire anticiper, être garant. La philosophie montre que, d'un côté, soit c'est la source du mal, soit c'est la réponse, et la responsabilité, c'est donc ce que l'on doit faire. Alors, et j'appuie, l'oikos. Et ça marche. Et ça marche. L'oikos, c'est la réponse qu'on devrait avoir pour cette fameuse maison commune, ce patrimoine qu'on doit défendre et transmettre, ces valeurs auxquelles on croit et auxquelles on pense. L'oikos, pour ceux, et tu parlais de ce merveilleuse, cette rencontre qu'a organisée Nicolas Hulot, le sommet des consciences, ce sont dans l'encyclique du pape François, cette universalité qu'il appelle de ses voeux, d'un homme qui ne serait pas le centre du monde, mais qui ferait partie du monde. Et donc, cette partie, moi je la vois comme une horloge, où le bonheur de tout ce qu'on a vu, c'est d'abord d'observer, de comprendre, d'apprendre, de rêver, de s'émerveiller, de cultiver, de se nourrir. Éventuellement, ça sert à quelque chose, de préserver, de partager, de transmettre et de continuer cette roue qui tourne, sans détruire. Or, quand on revient à un certain nombre, j'allais dire, de mythes, il y a le fameux mythe prométhéen. Épiméthée, c'est le frère de Prométhée. Épiméthée, c'est celui à qui Prométhée laisse de donner à chacun des animaux une forme, une vie, des archétypes. Et effectivement, les animaux naissent avec une fonction, avec la capacité immédiatement de voler ou de courir ou d'avoir des plumes, des poils, de se préserver, d'être dans la mer et d'avoir des nageoires, des poissons. Les hommes, ils étaient nus. Prométhée était très ennuyé. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a été voir les titans. Les deux étaient les fils des titans. Et il a trouvé le feu. Et il a donné le feu aux hommes. Et ce que ça a donné aux hommes, c'est évidemment le pouvoir. Or, le pouvoir que les hommes ont accumulé, au-delà des mythes,
eh bien, c'est le risque de l'effondrement. Ce que vous voyez, c'est la Genèse. Un des textes, évidemment, que vous connaissez tous, celui de l'Arche de Noé. Et Noé n'est que l'homme à qui Dieu a confié la responsabilité après avoir constaté que finalement cette terre n'était que méchanceté, que tentative d'extorsion. Et Noé emmène sur cette arche des animaux et Dieu lui dit « Tu es le dernier à être responsable. » Et c'est le déluge, et c'est l'effondrement. Alors la question que tu avais posée quand tu es venu me voir, c'était qu'est-ce qu'on fait? Évidemment la phrase de Jonas, quelle planète allons laisser à nos enfants, mais la phrase de James Emprunt, à quels enfants allons-nous laisser le monde? Qu'est-ce qu'on leur racontera? Moi, mon parcours, il est simple. J'ai mal commencé dans la vie, j'étais banquier, puis je me suis intéressé aux tomates. Effectivement, j'ai créé un conservatoire. En 95, je peux vous assurer, quand on cultivait quelques centaines de variétés de tomates, on se demandait si le type n'avait vraiment rien à foutre. Ça a juste changé l'industrie de la tomate. Ensuite, j'ai compris que la terre, c'était un être vivant. Je rappelle simplement que l'agriculture, effectivement, sans fustiger les agriculteurs, l'agriculture conventionnelle, c'est simplement créer des terres mortes qui ne sont que notre patrimoine commun. Et j'ai créé effectivement, petit à petit, des aventures autour de la diversité qu'on appelle maintenant biodiversité. J'ai racheté une société, une institution bicentenaire qui s'appelle Desrolles, qui a eu un incendie en 2008 après avoir tout refait. Et malheureusement, on n'était pas assuré. Et j'ai découvert ce que Kipling nous écrit dans If, dans ce poème « Si tu seras un homme, mon fils », si tu peux voir détruire l'ouvrage de ta vue dans un seul mot, sans un seul mot, te mettre à reconstruire, et ben on a reconstruit avec les artistes. Et on a refait une arche de Noé, notamment, avec plus de 80 artistes, mais ça, c'est l'arche de Noé de Wan Yongping, qui exprimait, après l'effondrement, y a-t-il une arche avec des hommes? Non, cette arche était avec des animaux, car les hommes, semble-t-il, ont défailli. Effectivement, j'ai créé, avec Maxime de Rostelan, certains le connaissent, le réseau des fermes d'avenir, qui sont les réseaux des micro-fermes, et qui donnent un nouvel élan à la notion de ferme et d'écosystème nourricier. Desrolles, c'est une institution bicentenaire qui est fondée sur un socle qui est celui de la nature, de l'art, de l'éducation. C'est une société, une institution assez extraordinaire qui a rassemblé aussi bien dans le monde entier et qui a fourni au monde entier le premier programme de l'instruction publique. Observez ces fameuses planches pédagogiques. Desrolles, c'est la base de tous les musées de sciences naturelles. C'est aussi, dans les centres scientifiques, parlait de vulcanologie, ce sont tout le matériel de mesure. C'est pour début du 19e siècle, c'est tous les squelettes, tout ce que l'on a pour étudier le corps humain. Desrolles, c'est une société qui a été présente dans 150 pays et qui a failli totalement disparaître, bien qu'elle ait été l'un des pionniers avec l'UNESCO à diffuser les sciences. On a recommencé, on a été... Quand je l'ai racheté, on a refait avec Yves Paquelet, un autre grand explorateur, compagnon de Cousteau, celui qui a écrit « L'humanité disparaîtra », puis il a écrit « Sortie de secours » après, parce que quand même, ça finissait par faire désordre. Eh bien, on a créé une série de planches pédagogiques, on a été partenaire officiel de la COP21 pour l'éducation. Desrolles, c'est un lieu où les artistes, depuis les surréalistes, viennent s'émerveiller, aller chercher ce qui va créer, constituer leur terrain de jeu de la création. Et puis, c'est une institution, encore une fois, qui a des savoir-faire en entomologie. On parlait d'entomologie, en zoologie, en botanique, en minéralogie, en conchiliologie. C'est un morceau de notre patrimoine national et c'est unique au monde. Ça produit des ouvrages, ça a produit l'ouvrage officiel de la COP21, un peu partout, ça c'est certain, c'est quelques-uns, mais on a écrit il y a un an Nourrir la planète, qui était introduit, comme je l'ai dit tout à l'heure, par Pierre Rabhi, un philosophe,
et co-conclu par Christiane Lambert, qui est pourtant la présidente de la FNSEA, qui sait qu'il faut changer nos modes d'agriculture. Et donc, tous ces écosystèmes sont entretenus par cette idée que nature, art, éducation, c'est ce qui doit porter le regard que l'on a et l'action dans les territoires. La nature, c'est la préservation de la biodiversité. C'est évidemment tous les enjeux qui sont reliés à la santé, ce sont tous les enjeux qui sont liés aux écosystèmes nourriciers, c'est la compréhension de ce qu'est la nature. L'art, c'est un langage transgénérationnel, c'est le patrimoine matériel et immatériel. C'est tout ce qui constitue ce qui va être le ferment du sens que l'on donne à la transmission. On transmet notre ADN, on transmet ce que l'on sait être ce qui est essentiel et qui nous caractérise. L'éducation, c'est évidemment l'innovation. L'innovation, pourquoi? Parce qu'on ne peut pas transmettre à des enfants des langages qui sont décorrélés de ce que sont aujourd'hui les grandes innovations, qu'elles soient l'intelligence artificielle, que ce soit tous les sujets que l'on connaît. Mais c'est aussi, en même temps, la transition d'une économie carbonée à une économie décarbonée. Et puis c'est enfin la transmission au sens de ce que l'on entend, c'est-à-dire transmettre un monde meilleur. Alors, on doit demander de dessiner et de concevoir des écosystèmes. Et là, on en vient à un sujet qui est un sujet éminemment politique. On nous interrogeait cet après-midi en disant « Mais comment peut-on changer le monde, mon cher monsieur ?» Je dis « Je ne sais pas la moindre idée. On peut changer des territoires. On peut faire en sorte que dans un territoire, il y ait des gens impliqués qui, ne serait-ce que portent des projets avec des gens qui les inspirent, mais en même temps avec des réalités qui sont des réalités d'économie, où l'écologie, c'est de l'économie et vice-versa. La Caisse des dépôts nous a commandé de dessiner le 9e quartier de Versailles, au bout du parc de Versailles. Éminemment, un endroit éminemment sensible. Pourquoi? Parce qu'on est dans le cœur d'un dispositif de monuments historiques avec la lanterne, l'INRA, et ces 21 hectares, ça doit être 600 logements. Et le choix qui a été fait entre les Bouygues et les autres, ça a été le choix pour le projet qu'on a défendu avec ICAD et Caisse des dépôts, qui était de créer un écosystème nourricier avec une école alternative, avec un lieu, un incubateur d'innovation dans le domaine de la transformation, avec un parcours de l'art, avec un parcours de la biodiversité, avec un parcours de l'eau, avec un lieu de wellness où le bien-être, c'est la santé, c'est le sport, c'est bien se nourrir. Pourquoi? Parce que en 2024, quand ça sera livré pour les Jeux Olympiques, eh bien, on peut imaginer que le monde sera encore plus traumatisé par les désastres, non seulement de l'évolution du climat, de la sécurité, des migrations des populations, mais en même temps, tout ce qui constitue les grands changements auxquels on fera face en matière d'intelligence artificielle, dans la destruction de l'emploi et de bien d'autres choses. En Chine, devant les présidents, au premier voyage de M. Macron, nous avons signé la création, près contigu au parc des pandas, du premier parc pédagogique, écologique, culturel, qui est un parc assez considérable parce qu'il y a 10 millions de visiteurs. La Chine a considéré que son trésor national, le panda, n'était pas simplement l'animal très emmerdant, qui se reproduit une fois par an, qui ne bouge à peine, qui bouffe du bambou matin, midi et soir. Je ne sais pas, Luc, si vous avez filmé des pandas, mais j'en ai encore vu le week-end dernier, c'est merveilleux pour le symbole, mais c'est avant tout pour les Chinois un autre symbole, c'est la soft diplomatie, c'est l'éloge de la lenteur, donc c'est le wellness, c'est en même temps la transition écologique, c'est en même temps la préservation de l'habitat. Il n'y a qu'un lieu au monde où le panda vit, c'est dans le Sichuan. Donc la préservation de l'habitat, c'est valable pour le panda, sinon il meurt, si on ne préserve pas son habitat, mais c'est la même chose pour des tas d'espèces dans le monde entier. Autrement dit, tous ces sujets, c'est qu'est-ce qu'on lègue, legacy, qu'est-ce qu'on lègue à nos enfants. En fait, on ne lègue rien à nos enfants, parce qu'on est dépositaire de ce que l'on a. Et donc, le sujet est avant tout, ce sont les valeurs que l'on veut enseigner à nos enfants pour faire en sorte que l'on ait, dans nos langages, dans l'éducation, une véritable révolution. Alors, je ne rentrerai pas dans un autre projet qu'on mène avec plusieurs institutions dans la Sorbonne, qui est la pédagogie alternative à partir de l'observation de la biologie. Pourquoi? Parce que la biologie peut vous enseigner
tout le socle commun des connaissances, de la grammaire à la mathématique, alors plus tard à la philosophie, à la physique, mais à l'histoire, à la géo, et ainsi de suite. Et donc, ce que je voulais vous exprimer ici, pas de façon aussi belle que les images que nous avons vues sur l'exploration, sur le sport, c'est que demain matin, si on souhaite que la Terre soit tout aussi belle, il faut inspirer, et vous êtes des inspirateurs, mais il faut inspirer avec une forme, je dirais, j'allais dire si on était des joueurs de martingale. Et nous, on a, chez Desrolles, imaginé que les écosystèmes, ils étaient toujours faits autour d'une micro-ferme, se nourrir. On ne peut pas se nourrir, mais se nourrir, évidemment, avec tous ces sujets qui sont la biodiversité diversifiée, locale, en faisant en sorte que les gens comprennent ce qu'est planter, cultiver, récolter, que les enfants et les grands-parents le sachent, et que si un jour une ville ne peut plus avoir de la nourriture, on ne se dise pas la ciguë est le meilleur moyen pour mettre un terme à nos souffrances. Évidemment, au-delà de cela, un incubateur, car il faut l'innovation et la transformation, notamment dans la nourriture, qui étant une source extraordinaire de découvertes, mais en même temps une école alternative, une cité du savoir, car c'est l'académie, il faut partager, un centre de recyclage, parce que l'économie circulaire, c'est l'économie de l'intelligence. En même temps, il faut un musée, des musées qui croient sciences naturelles et arts contemporains, un centre de recherche, parce que c'est toujours un centre qui porte les valeurs d'un territoire. C'est effectivement cette notion essentielle, ce que nous sommes donnés chez Desrolles, et avec des projets assez extraordinaires dans le monde entier, qui sont des projets étonnamment, qui parlent de plus en plus, pas uniquement à la société civile, mais en même temps aux politiques. Et le monde de demain, malheureusement, doit être un monde de militants, doit être un monde de gens convaincus. Et pour bousculer les limites, je dirais, de la rigidité ou l'inintelligence politique, il faut des citoyens engagés. Et donc, il faut une vision pour l'avenir. Voilà. Merci beaucoup. Merci Louis Albert. Alors, je vais vous solliciter si vous avez quelques questions. C'était extrêmement intéressant. En tout cas, moi, je trouve ça passionnant. Est-ce que quelqu'un a envie de poser une question? Jean-François. Merci. Combien de terres cultivables faut-il par individu pour vivre? Est-ce qu'on sait estimer ça? Alors, Jean-François, tu prends toujours de l'altitude, je vois. En fait, la question que tu poses, c'est... Non, tu l'as très bien posée, mais elle est ramenée à l'individu. Vous savez, il y a toujours ce sujet, comment va-t-on faire pour nourrir 10 milliards d'habitants? Et alors, quand on est avec un certain nombre d'experts, je partage l'avis, en tout cas qui est ceux d'un certain nombre, c'est qu'on ne peut pas dire que le problème en Europe ou en Amérique est le même problème qu'en Afrique, en Asie. En Europe, on a 500 millions d'habitants, on en aura 520, 530. Prenez la France, on est passé de 55 à 67. Il suffit de faire des économies en matière de production, de gâchis, en matière de production ou en matière de consommation, entre 30 et 40%. Et de toute façon, on pourra nourrir beaucoup plus de gens. Ça ne répond pas à ta question, mais je vais y répondre. Ensuite, il y a les gens qui disent, mais attendez, mondialement, ce n'est pas le même problème peut-être, mais... comment fait-on pour nourrir 10 milliards d'habitants? Et là, je dis, mais c'est extraordinaire. On a démontré, et il y a des fermes dans le monde entier. D'abord, le monde est fait de micro-fermes et d'agriculture familiale, contrairement à ce qu'on pense. Et en même temps, on peut nourrir une famille sur 30 à 50 mètres carrés. La différence entre hier et aujourd'hui, c'est qu'on a une bien meilleure maîtrise d'abord de la diversité et de ce dont on a besoin pour que le corps ait physiologiquement les contributions à l'ensemble de ces problématiques de besoin d'énergie et en même temps de tout ce qui constitue notre cocktail nécessaire à notre bonne alimentation, notre bonne santé. De la même façon, on sait de plus en plus ce que les plantes vont contribuer à un moment où il va y avoir une nouvelle révolution, c'est cette fameuse médecine connectée qui va faire que de façon, j'allais dire, circulaire, vous saurez à quel moment vous aurez besoin de quel type de nourriture pour répondre à l'évolution d'une pathologie dont on sait qu'une grande partie peut se soigner tout à fait naturellement, sans excès de quoi que ce soit, en tout cas pas de chimie, même s'il ne faut pas se dire que... Donc, c'est quelques mètres carrés. C'est quelques mètres carrés.
Et je donne toujours en matière mathématique cette petite... Qui est très bon en maths? Jean-François, je pense. Un curcubitacé, une citrouille, 122 graines. Imaginons qu'elles soient toutes fertiles, donc d'une variété ancienne et pas une variété hybride. En 4 ans, combien tu as planté de citrouilles? Combien tu as de graines? C'est des puissances. Alors, je t'économise le truc, 330 millions. Donc c'est formidable. Avec une citrouille, si on n'est pas trop con, on peut en vendre pour 330 millions de personnes au bout de 4 ans. 122 par 122 par 122 par 122. Une autre question? Qui est-ce qui a envie de poser une autre question? Oui, Flo. Vous parlez beaucoup d'éducation au niveau des enfants. Moi, je suis dans une association qui s'appelle le Flocon à la Vague, où on va dans des écoles pour expliquer aux enfants comment préserver l'eau, parce que je pense qu'aussi, là, il y a de l'eau sur l'image, donc je pense que c'est important aussi. Et on s'inspire aussi beaucoup de ce qui est fait dans les pays nordiques. Parce que dans les pays nordiques aussi, enfin, je ne sais pas ce que vous en pensez, mais aujourd'hui, dans les écoles, ils sortent les enfants des classes, ils les amènent en forêt, ils les amènent sur des tâches ménagères, enfin, ils les éduquent beaucoup plus... pas dans les matières scolaires comme on le fait en France, par exemple, entre autres. Mais en tout cas, ça sort du cadre et c'est plus sur l'éducation, la vie en société et l'approche de la nature. Qu'est-ce que vous pensez de cette approche? Alors moi, j'en pense d'autant plus que je vous encourage tous à voir un reportage qui va devenir un film, Natura, Pascal Derme, qui est une journaliste, et qui évoque cette croissance des études qui tente à démontrer que dans un milieu naturel, on est beaucoup plus éveillé, on est beaucoup moins malade, on a moins de stress, on est beaucoup plus, on devient beaucoup plus efficace en matière d'attention pour les enfants. Et les premiers à avoir imaginé ce genre d'école, c'est finalement les Danois avec les fameuses écoles forestières. Les écoles forestières, je rêverais que mon fils donc, de 10 mois, Théodore, ne fout jamais les pieds dans une école, mais que son premier chant et son dernier, j'allais dire, son premier et son dernier chant de la journée soit effectivement le ciel, la mer, la terre, la neige, les flocons, la matière, les animaux, ainsi de suite. Et ces enfants vont, matin, midi et soir qu'il pleuve, recueillir l'enseignement des professeurs dans les forêts. Et moi, ce qui m'a beaucoup marqué, c'est la création d'une école à Bali, on parlait de Bali, je pense tout à l'heure, qui est la Green School de Bali, et qui est une sorte de révolution, un peu comme ayant toutes ces écoles, Steiner, Montessori, Waldorf, ainsi de suite, font en sorte que les enfants deviennent des acteurs ensemble. Les petits sont aidés par les grands, et du coup, ça crée une cohésion, qui est comme une cohésion d'une équipe, qui est comme une cohésion, je dirais, d'une fratrie, mais qui en même temps font qu'ils sont effectivement beaucoup plus alertes et ils ont de l'autonomie et de la résilience. Autonomie et résilience, je ne le dirai jamais assez, c'est l'essence de toute population qui a traversé l'effondrement. Et l'effondrement, il y a des civilisations entières, les Incas, l'île de Pâques, qui se sont effondrées. Voilà. Donc la réponse est oui, il faut des écoles dans la nature, oui. Mais pour ça, il faut du courage aussi, du courage politique. On peut prendre encore une question? Qui pour une autre question? Oui, Alain. Oui. Est-ce qu'il manque du courage politique parce que ce n'est pas assez rentable sur le court terme ou pas assez quantifiable, selon vous? Alors, je pense que le courage politique, c'est de se dire qu'est-ce qui va se passer dans 30 ans qu'on n'aurait pas prévu si on avait été un homme politique il y a 100 ans, 150 ans. Il y a 150 ans, on savait écrire l'histoire de ce que serait le monde. Aujourd'hui, on sait très bien que l'accélération conjointe entre l'économie, les désordres climatiques, l'insécurité, les migrations de population, ainsi de suite, font qu'on doit écrire une autre histoire. Le courage politique, quand on réalisait avec Maxime les premiers rapports avec Nicolas Hulot et qu'on remettait au gouvernement de dire il faut rémunérer les externalités positives des micro-fermes parce que sinon on n'aura plus que des agriculteurs qui seront
des agriculteurs qui nourriront les animaux et qui finalement seront des hommes d'affaires, ça sera de la financiarisation de l'agriculture et on ne nourrira plus les hommes, eh bien ça veut dire mettre un prix à la rémunération de ces... Il faut beaucoup de courage, parce que ça veut dire qu'on change le mécanisme même de nos sociétés. On se dit, ce qui est le plus important, c'est les gens qui vous nourrissent, et ce qui est plus important, c'est notre patrimoine, c'est notre sol. Si on ne donne pas un prix à tout ça, effectivement, on donnera le prix, tout simplement, à la matière vendue, et à ce moment-là, on ne donnera plus de chance à cette terre d'être une contribution à notre équilibre, on donnera la chance simplement à l'économie à enrichir des premières parties. Donc il faut rompre. Alors c'est très difficile parce que je ne suis pas contre le capitalisme, je ne suis pas un libéral au sens où je dis mais il faut que la responsabilité individuelle soit au service de la responsabilité collective. Et ça, les politiques, ils sont court-termistes. Donc aujourd'hui, ils se disent de toute façon, moi, 4 ans, 6 ans, c'est mon terme. Ouais. Et ce n'est pas 30 ans mon terme. Or, dans 30 ans, il va se passer beaucoup de choses, probablement. Merci. Vous êtes sûr? Plus de questions? Merci beaucoup. Merci Albert de Broglie. Merci beaucoup pour...